Mais on a un invité d'honneur, chaque année, c'est la tradition. Il nous fait le plaisir d'être avec nous, c'est Pascal Demurger. J'appelle tout de suite Pascal Demurger sur scène. Alors Pascal, vous êtes le directeur général de la Maïf, et puis vous êtes également le co-président du mouvement Impact France. Absolument, bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous. Alors Pascal, vous avez écrit en 2019 « L'entreprise du 21e siècle sera politique et ne sera plus ». Vaste sujet. Alors, prophétique. Prophétique. Alors justement, est-ce que c'est toujours ce rôle politique, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Première question. Et puis surtout, est-ce que vous estimez que, je dirais, quand vous dites elles ne seront plus, est-ce que vous estimez que finalement l'engagement, c'est quelque part une question de survie, quoi? Ah, moi, je crois que c'est alors de plus en plus d'actualité, ça c'est clair. En 2019, c'était encore pas si répandu que ça dans le monde de l'entreprise, de considérer qu'il fallait s'engager et qu'au fond, on avait un rôle politique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus généralement admis. Et oui, évidemment, c'est une question, si ce n'est de survie, en tout cas de performance de long terme. On a vu, y compris d'ailleurs sur l'écran là, les quelques messages que vous avez diffusés, on voit bien que si on est inactif, il y a quand même un véritable risque d'être demain dans le chaos climatique, dans le chaos social aussi. On est quand même dans une période que beaucoup jugent quasiment pré-insurrectionnelle. Donc il y a aussi des sujets sociaux qui sont considérables. Demain, il n'y aura pas de business dans le chaos. Et même si on est moins dramatisant que ça, de toute façon, le coût des conséquences du changement climatique si on ne fait rien, ou le coût des crises sociales, là aussi si on n'agit pas, sera de toute façon infiniment plus élevé que le coût de la prévention, que le coût de l'action dès aujourd'hui pour essayer de prévenir et l'un et l'autre. Et par ailleurs, je pense que sur le long terme, en réalité, on pourrait y revenir, mais l'engagement crée de la performance. Donc oui, je pense vraiment que l'entreprise a tout intérêt sur le long terme à s'engager pour éviter ça. En revanche, le problème auquel on est confronté, c'est tout simplement l'horizon de temps dans lequel les entreprises, très généralement, raisonnent. Et elles raisonnent le plus souvent à relativement court terme, sous contrainte. Sous contrainte, notamment sous contrainte des actionnaires, sous contrainte d'un dividende à verser, sous contrainte de la reddition de comptes trimestriels, sous contrainte d'un cours de bourse à défendre. Et c'est vrai qu'à court terme, ce pari est beaucoup moins évident. D'abord, l'effort que l'on a à fournir, c'est un effort collectif. Et évidemment, les entreprises peuvent être tentées d'être finalement le passager clandestin et se dire que pourquoi je fournirais un effort individuel si les autres ne le font pas, ou est-ce que je ne peux pas tirer mon épingle du jeu en ne jouant pas justement ce jeu collectif. Et puis par ailleurs, à court terme, la transition climatique, la répartition de la valeur, puisqu'on parle aussi de sujets sociaux, ça demande des investissements, ça demande des renoncements, ça génère des coûts qui sont sûrement gagnants sur le moyen long terme, mais qui nécessitent effectivement à court terme un coût supplémentaire. Alors on le voit, toute cette question d'engagement, c'est très clair qu'il faut s'engager, mais est-ce que cet engagement qui est nécessaire pour les entreprises peut être également créateur de valeur pour l'interne ? Je vais vous raconter une petite anecdote. On se souvient tous, 17 mars 2020, le premier confinement, le confinement, on ne savait pas que ce serait le premier, le confinement qui nous tombe dessus, branle-bas de combat dans nos entreprises pour se mettre en ordre de marche, pour continuer à fonctionner à distance. Quelques jours après, une dizaine de jours après, passé ce moment de rush où on était en Teams 18h sur 24, je sors de chez moi, dans Paris, boulevard Saint-Germain, et évidemment, ce que je vois, c'est tout simplement des rues désertes. Et des rues désertes non seulement parce qu'il n'y a personne, mais des rues désertes parce qu'il n'y a aucune voiture. Nous, on est assureurs, et on est notamment assureurs automobiles. Et je rentre chez moi en me disant, mais
il y a un truc qui ne va pas. On a reçu des primes d'assurance pour couvrir des sinistres, pour couvrir des accidents. Il n'y a absolument aucune circulation, donc aucun accident. Quelle est notre légitimité pour conserver ces primes d'assurance? Et donc, on a pris la décision de rembourser à nos 4 millions et quelques de ménages assurés chez nous l'équivalent de leur prime auto correspondant à la période du confinement. Je me souviens très bien, cette décision, je l'ai prise un vendredi soir. Et bien sûr, ça posait tout un tas de questions opérationnelles, un peu touchy, IT, juridique, fiscal, etc., etc. Et dès le samedi matin, je réunis mon équipe sur Teams toujours pour leur en parler. Et le dimanche matin, je réunis une équipe un peu plus large avec les opérationnels, avec comme mission de me dire le dimanche soir, parce qu'il fallait aller relativement vite, de me dire le dimanche soir si c'était OK, si sur tous les plans, on pouvait le faire, dans quel délai on pouvait le faire, etc. Et le dimanche soir, de nouveau, on se réunit. Et là, quand même, j'ai quelques scrupules. Je leur dis, je suis désolé, enfin voilà, de vous avoir fait bosser, d'avoir fait bosser aussi vos équipes un dimanche, etc. Ils me disent, non, mais attends, Pascal, t'as pas compris. On est tellement content de bosser sur ce sujet-là. Ça crée, quand on bosse effectivement sur des sujets d'engagement, alors là, c'est un cas un peu particulier, mais ça crée une motivation, une émulation, une envie qui sont absolument incroyables. Et derrière la motivation, évidemment, un engagement collectif qui est totalement incroyable. D'ailleurs, il s'est passé un truc qui n'arrive strictement jamais dans les entreprises. Dans les semaines qui ont suivi cette décision, qui a été pas mal médiatisée, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé évidemment de manière positive, enfin, sauf chez mes confrères, mais ça c'est autre chose. Et bien sûr, les gens lisent la presse, regardent la télé, écoutent la radio. Et il s'est passé un truc incroyable. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu des centaines de mails de collaborateurs qui étaient tous construits de la même manière. Ils commençaient tous en disant « Je suis désolé, je sais que ça ne se fait pas, mais franchement, je prends la liberté de vous écrire parce que tout simplement, j'ai envie de vous dire combien je suis fier de bosser dans cette entreprise qui est capable de faire ça. » Et quand vous avez comme ça une espèce d'émulation collective, mais derrière, c'est incroyable ce qui se passe en termes, encore une fois, d'engagement, en termes également de qualité de relation client. Parce que l'essentiel de ces collaborateurs, ils sont au contact direct avec nos assurés. Quand vous êtes fier de votre marque, vous en devenez le meilleur ambassadeur. Et c'est pas complètement par hasard, quand tu arrêtes ici, que tous les ans, depuis que le prix existe, on gagne le premier prix de la relation client, y compris depuis quelques années, tous secteurs confondus, parce que tout simplement, derrière, il y a de l'humain, derrière, il y a de l'attachement à l'entreprise. Est-ce que c'est pas quelque part la clé de la performance aussi pour une entreprise? C'est, moi j'en suis convaincu, totalement la clé d'une performance, en tout cas au moins sur le moyen terme. Depuis 2020, alors on a fait plein de choses, on est devenu entreprise à mission, on a inventé le dividende écologique, c'est-à-dire qu'on consacre 10% de nos résultats chaque année, notamment à des actions en faveur de la biodiversité. On est évidemment un investisseur institutionnel dans notre gestion d'actifs. On est complètement sorti des énergies fossiles et on investit massivement sur les énergies renouvelables. Dans notre métier d'assureur, on a inventé également l'utilisation de ce qu'on appelle les pièces de réemploi, c'est-à-dire des pièces recyclées plutôt que des pièces neuves dans la réparation des voitures, avec l'accord évidemment de nos assurés. On est en train de tester ça pour les travaux sur les bâtiments. Bref, un tas d'actions depuis ces dernières années en particulier. En tout cas, ça s'est accéléré ces dernières années. Depuis 2020, il y a à peu près 1 million de ménages français qui sont venus s'assurer à la Maïf. C'est un niveau de croissance qu'on n'avait évidemment jamais connu, même pendant les 30 Glorieuses, à l'époque où, d'abord, il n'y avait quasiment pas de concurrence. Les ménages s'équipaient en logement, en voiture, etc. Même à cette époque, on n'avait pas un taux de développement, un rythme de développement aussi élevé. Donc oui, bien sûr, ça crée de la performance, mais encore une fois,
ça suppose des renoncements, ça suppose des coûts, ça suppose des investissements à court terme. Vous parliez d'Impact France. Impact France, en gros, c'est, on va dire, allez, c'est le MEDEF du 21e siècle un peu. C'est une association d'entreprises, hein, de patrons, mais d'entreprises voilà, qui ont cette compréhension de leurs responsabilités et en même temps de leur intérêt, et qui effectivement sont des entreprises engagées, de toute taille, de tout secteur, etc. Il y a même de très très grandes entreprises qui en sont membres. Et qu'est-ce que l'on fait dans Impact France? Notamment, un des objectifs, l'objectif principal, c'est précisément de modifier le cadre réglementaire et fiscal dans lequel les entreprises évoluent pour créer des incitations à l'engagement. Aujourd'hui, les entreprises ne sont pas du tout incitées. La fiscalité est la même, quoi que vous fassiez, que vous polluiez ou que vous fassiez des efforts de dépollution. Le taux de l'IS ou le taux de TVA sera strictement le même. Les aides publiques, 200 milliards d'aides publiques par an versées aux entreprises, les aides publiques ne sont absolument pas conditionnées au comportement de l'entreprise et à son impact réel. Ce qui est, à proprement parler, j'allais presque dire, une folie. D'abord, évidemment, on n'incite pas les entreprises à s'engager, et donc on n'avance pas dans l'effort à faire pour diminuer le réchauffement climatique. Or, on sait, au rapport Pisani-Ferry, par exemple, que la moitié de l'effort à consentir, les 66 milliards d'investissements annuels supplémentaires qu'il pointe, la moitié ou plus de la moitié sont du fait des entreprises. Hein, et donc, il faut les inciter. Et par ailleurs, sur un plan strictement budgétaire, moi, je suis un ancien de Bercy. Je bossais à la direction du budget. Et si vous avez juste une vision de moyen terme, a fortiori de long terme, de la gestion des finances publiques, vous vous dites quoi? Vous dites, oui, ça vaut quand même le coup de conditionner les aides publiques, ça vaut quand même le coup de moduler les impôts en fonction du comportement des entreprises, parce que c'est autant d'externalités négatives en moins que l'on va créer, c'est autant de pollution en moins, c'est autant de délocalisation en moins, que sais-je, c'est-à-dire autant de coûts pour l'État dans le futur qui va être évité. Donc ça, c'est vraiment une urgence. Alors, on va continuer par rapport à Impact France, à ce que vous y faites, et on reviendra à l'humain après parce qu'il y a un sujet intéressant. Justement, quand on voit tous les besoins colossaux que vous venez d'évoquer pour tout ce qui est transition et puis tout ce qui est les marchés concurrentiels, est-ce que pour les entreprises qui ont envie de s'engager, c'est pas un peu une peine perdue en se disant que moi j'y vais, mais les autres, finalement, des concurrents à moi n'auront pas le même, je dirais, intérêt au sujet? On a dans l'assurance un très bel exemple de cette question qui est presque un sujet de théorie des jeux. Hein. Est-ce que j'ai intérêt à jouer un jeu coopératif ou est-ce que j'ai intérêt, à titre individuel, à jouer précisément un jeu individualiste? Dans l'assurance, on a un très bel exemple. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'assurance? Vous avez effectivement le réchauffement climatique qui commence à avoir des conséquences. Et nous, en tant qu'assureurs, on est bien placés pour les mesurer parce que financièrement, on sait exactement quelle est l'évolution du coût des événements climatiques annuellement, et ça depuis une quinzaine d'années. En gros, ça double tous les 3 ans. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous avez d'un côté cette évolution du coût des événements climatiques, de l'autre côté des outils statistiques avec l'intelligence artificielle qui sont de plus en plus élaborés et qui permettent de savoir de manière extrêmement précise, on est quasiment aujourd'hui à l'adresse, n'importe où sur le territoire, quelle est la probabilité de survenance d'une catastrophe naturelle, d'une inondation, d'un problème de sécheresse, d'un incendie, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'identifier des zones. Ça représente à peu près aujourd'hui 10 à 15% du territoire métropolitain. Je ne vous parle même pas de l'outre-mer. Il y a 10 à 15% du territoire métropolitain sur lequel on sait que le risque est mauvais, c'est-à-dire que les coûts sont quasiment certains et vont dépasser très 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 largement les primes encaissées. Du coup, si on n'a pas un jeu coopératif, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est déjà en train de se passer. Vous avez des assureurs relativement peu scrupuleux qui juste se retirent de ces territoires. C'est-à-dire qu'ils refusent de continuer à assurer les gens qui habitent là. Si certains commencent à le faire, d'autres vont être plus ou moins contraints de faire la même chose. Autrement, le dernier qui reste, il va récupérer tous les mauvais risques
Et ça, c'est la certitude de la faillite en quelques mois ou en quelques années. Ça veut dire que si on ne fait rien, bah, dans quelques années, les gens qui habitent dans ces zones, et je vous dis encore une fois, c'est 10-15% du territoire, tout simplement ne pourront plus s'assurer. Or, ce sont d'ailleurs les gens qui sont, par hypothèse, les plus exposés. Mm. Je trouve que c'est un très bon exemple, une bonne illustration de l'impasse dans laquelle on est si on ne met pas en place des jeux plus coopératifs ou des incitations plus fortes. En l'occurrence, il faut clairement une mutualisation du risque entre l'ensemble des assureurs en fonction de leur part de marché nationale pour que chacun ait la même représentation dans ces zones à risque que sur l'ensemble du territoire. Et qu'on lisse ce risque. Et qu'on lisse ce risque et qu'il soit lissé en effet sur l'ensemble de la population française. Et là, il est effectivement assurable. Vous avez parlé tout à l'heure de l'humain, c'est vraiment un sujet parce qu'on voit quand même que c'est le nerf de la guerre. Et quand vous avez dit, quand on a conscience de son impact et qu'on agit, est-ce que quelque part, ça joue pas aussi sur l'attractivité? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un gros problème autour de ce sujet. Donc, est-ce que ça a un impact aussi? Gigantesque. Écoutez, nous, on a une marque employeur aujourd'hui qui, dans notre secteur, comme dans beaucoup, hein, il y a énormément de métiers qui sont en tension extrême. Sur le digital, sur la data, sur tout un tas de métiers sur lesquels juste les boîtes n'arrivent plus à recruter. Hein, et même d'ailleurs, les gens s'en vont d'un certain nombre d'entreprises. Il y a quand même un mouvement de démission dans, pour les secteurs que je connais un peu mieux, la banque et l'assurance, qui est quand même un mouvement assez important. Nous, sur ces métiers en tension, quand on ouvre un poste, on reçoit 100-150 CV. Et on reçoit même sans ouvrir de poste des tonnes de CV en permanence de gens qui nous disent, je ne vais pas citer de nom, mais moi j'en ai marre de bosser dans telle boîte parce que tout simplement ça fait pas sens, quoi. Il n'y a absolument aucun sens. Et j'ai envie de bosser dans une boîte qui est effectivement engagée. Donc en termes de marque employeur, de capacité à attirer des talents, c'est d'une puissance absolument folle. Et ça permet en plus, au-delà, d'élargir un peu la communauté. Je vais vous donner une illustration. Je le disais, on a une activité importante, hein, on collecte de l'épargne et donc on a une activité de gestion d'actifs financiers. On a une direction des investissements et des placements. Du coup, comme on est très engagé, comme on est, qu'on fixe des critères extrêmement précis et très volontaristes sur les engagements que l'on fait. Du coup, nos équipes sont en permanence en discussion avec, par exemple, les gens de Reclaim Finance, qui est l'ONG la plus en pointe sur ces sujets d'investissement financier. Et ça permet effectivement, en plus, d'élargir très largement la contribution, au fond, autour de nous. Pareil en Haïti, d'ailleurs. Hein. On met toute une partie de notre code en open source. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tas de codeurs à l'extérieur de l'entreprise qui enrichissent notre code uniquement par envie de contribuer et évidemment sans aucune rétribution. Alors pour terminer, j'aimerais vous poser une question, c'est est-ce que finalement vous êtes optimiste par rapport à tout ça? Parce qu'on voit bien qu'il y a ce discours un petit peu présent en ce moment qui est de dire de toute façon on va dans le mur, pourquoi finalement s'inquiéter du sujet puisque de toute façon voilà, on y est. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de manœuvre et est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'on arrive à retourner les choses? D'abord, je crois que la situation est trop grave pour être pessimiste. On peut plus se le permettre. Et donc oui, moi je suis assez résolument optimiste pour plusieurs raisons. D'abord parce que franchement, moi je le sens bien, j'interviens dans pas mal d'entreprises, je rencontre pas mal de dirigeants et je sens bien depuis 2-3 ans qu'il y a une bascule. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne connais pas aujourd'hui un dirigeant de grande boîte qui soit convaincu ou qu'il raisonne uniquement dans le sens des intérêts économiques de son entreprise. Mais en tout cas, je ne connais pas un dirigeant qui néglige cette question et qui ne se dit pas comment je l'adresse et comment je vais faire les choses. Par ailleurs, je suis optimiste parce que les outils, et ça c'est un préalable complètement indispensable à tout, les outils de connaissance du niveau d'engagement des entreprises ou de leur niveau d'impact sont en train de s'affiner considérablement.
la directive CSRD, hein, qui va rentrer en application en 2025, donc c'est quand même dans relativement peu de temps, va contraindre les entreprises à avoir une information extra-financière, donc une information sur leur impact, quasiment, j'allais dire, avec les mêmes niveaux d'exigence que l'information comptable. Hein, et cette information devra être auditable, elle devra être comparable d'une entreprise à l'autre à l'intérieur d'un secteur, etc. Et tout ça sera rendu public. Sera rendu public, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les salariés qui cherchent une entreprise... Critères de choix. Critères de choix. Critères de choix, évidemment, pour les clients. En tout cas, les plus engagés d'entre eux. Et puis, fondement, demain, pour les politiques publiques et pour que, en effet, enfin, on arrive à des politiques publiques qui distinguent, qui différencient les unes des autres. Bon, on va terminer sur cette note optimiste. Eh bien, volontiers. Merci beaucoup, Pascal. Merci d'être venu en introduction de cette soirée. Bravo. Merci. Merci beaucoup.